Bonjour Sarah Baruch. Et merci d'avoir accepté, Sarah Baruch, notre invitation. Vous êtes à l'origine d'un des livres importants de ce printemps, un livre collectif intitulé 125 et des milliers, publié chez HarperCollins. Autour de vous, 125 personnalités ont accepté de raconter l'histoire de 125 victimes de féminicide en France. 125, c'est le nombre de femmes qui meurent chaque année en moyenne en France de la violence des hommes. Nathalie Riquel, Alessandra Sublet, Delphine Orviller, Leila Slimani ou encore Julie Gaillet vous ont accompagné dans cette démarche. Il y a 2 siècles, les rédacteurs du Code pénal français ont envisagé, avant de l'écarter, la possibilité d'intégrer la formule du conjugicide comme circonstance aggravante. Aujourd'hui, comment les choses ont évolué à la fois dans les consciences et dans le droit français ? En fait, l'important était de pouvoir donner un nouveau nom parce que, comme vous dites, ça existe en réalité, ça s'appelle les uxoricides. Mais il y a à l'intérieur une notion de ce que l'épouse doit au conjoint et qui a eu des dérives, notamment ce qu'on a appelé pendant longtemps les crimes passionnels, où finalement, un homme trompé, quelque part, c'est une circonstance atténuante pour tuer sa femme. Or, ce que depuis 2015 en France, on essaye de faire émerger comme idée, c'est que quand un conjoint ou ex-conjoint, un compagnon ou ex-compagnon tue la femme, c'est parce qu'elle est femme et parce que dans sa tête, il l'a considérée comme un dû, comme une possession et qu'il ne supporte pas d'être dépossédé de son bien. D'où l'importance d'avoir finalement initié le terme de féminicide qui a été en premier développé en Amérique latine. Qu'on retrouve dans le Robert maintenant, mais qui n'est pas encore dans le droit français reconnu en tout cas en tant que tel. Pas du tout, parce que justement, il se heurte à l'uxoricide, qui existe toujours, mais qui en fait ne correspond pas à cette définition que on tue une femme parce qu'elle est femme et parce qu'elle est censée être possession. Est-ce que ça évolue dans le débat politique aujourd'hui, cette idée d'intégration dans le droit français à l'avenir de cette notion ? J'ai envie de dire ça évolue, mais c'est pas le plus urgent, parce que il y a aujourd'hui... Encore cette semaine, j'assistais au procès de l'assassin de Myriam Largetot, qui est raconté dans le livre par Sylvie Le Bihan, et où un très grand avocat, ancien associé de notre ministre de la Justice, a osé prononcer le terme de crime passionnel pour minimiser finalement l'acte de son client, qui a tout simplement tiré à bout portant avec une carabine dans le dos de son ex-compagne. Et je me dis que finalement le chemin il est encore très très long, que ce soit vis-à-vis des termes employés et des circonstances qu'on imagine atténuantes, mais surtout vis-à-vis des proches. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de considération du statut des enfants, alors qu'il leur faudrait un statut de victime pour que les proches qui les recueillent soient indemnisés. Aujourd'hui, lorsqu'un enfant assiste à l'assassinat de sa maman par son papa, il est les 3/4 du temps placé d'abord en foyer, sans suivi psychologique adapté, assuré. La famille ne perçoit aucune aide et quand ils sont récupérés immédiatement, on les récupère avec la tenue du jour parce que souvent la maison est sous scellée, etc. Ils n'ont plus leurs jouets, ils n'ont plus aucun repère, ils n'ont plus de vêtements, ils n'ont plus leur cahier de classe. Donc l'accompagnement socio-éducatif est assez faible. Il est absent. Absent. Aujourd'hui, si vous voulez, ça va faire 6 mois qu'il y a un décret qui a été voté pour que les familles n'aient plus à nettoyer elles-mêmes les scènes de crime. Sauf que la plupart des procureurs ne sont même pas au courant et qu'aujourd'hui, c'est toujours pas appliqué. Sarah Baruch, je voudrais qu'on revienne sur votre démarche personnelle. Vous avez été vous-même victime de violences conjugales. Avant de réussir à vous en libérer, aller à la rencontre de familles victimes de féminicide pour ce livre. Comment est née chez vous l'idée de devenir une porte-voix de ce combat pour les femmes d'hier, pour les femmes d'aujourd'hui et malheureusement pour les femmes de demain, probablement ? En fait... Justement, moi j'estime que le combat, je l'ai mené pendant 10 ans et qu'aujourd'hui, je cherche la paix. Et je pense que pour trouver la paix, il faut comprendre ce qui se joue. La mécanique. La mécanique et surtout, pourquoi est-ce que la prévention n'est pas suffisamment efficace ? En ce qui me concerne, lorsque je me suis enfuie avec mon bébé et que mes parents m'ont recueillie pendant plusieurs mois, j'avais énormément de honte et de culpabilité parce que moi, dans mon esprit, j'avais eu toutes les chances. J'ai un père qui est médecin, j'ai une maman qui est institutrice, j'ai jamais manqué de rien, j'ai toujours eu un endroit où aller et des oreilles attentives. Et pourtant, j'en étais là, à vivre de nouveau dans ma chambre d'ado avec mon bébé. Et je me disais... Vous aviez l'impression d'avoir raté quelque chose ? Mais j'avais tout raté pour moi.
J'étais la plus nulle des nulles d'avoir eu toutes les cartes en main et d'être tombée si bas, à devoir honorer des rendez-vous avec les assistantes sociales qui finalement me donnaient l'impression de juger ma vie. Et je me suis dit, mais c'est pas totalement de ma faute. Je pense que on a des stéréotypes de ce qu'est une victime de violence conjugale qui sont très très loin de la réalité. On imagine encore des femmes faibles, on imagine bien souvent des femmes pauvres, des femmes issues de l'immigration dans le sens où elles ne peuvent pas forcément se faire comprendre. Alors qu'en réalité, il n'y a aucune barrière sociale ni géographique à la violence conjugale. Que la violence conjugale, ce n'est pas les coups, en tout cas c'est pas que ça. Que le danger commence à partir du moment où il n'y a plus d'échange possible dans le couple. C'est là que peut se nicher l'emprise, c'est là que peut se nicher la coercition conjugale qui mène tout droit au féminicide éventuellement. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, moi, si ça s'était mal fini pour moi, non seulement ça aurait été horrible pour ma famille que je sois plus là, mais ça aurait été une double peine que je sois considérée comme un numéro ou un fait divers par la société. Et c'est là que je me suis dit, on a besoin des statistiques dans cette société. En revanche, on a le devoir de les incarner déjà en termes de prévention. Et c'est l'un des éléments, je dirais, les plus émouvants de votre livre, Sarah Baruch, c'est qu'on découvre aussi la vie de ces femmes brillantes, joyeuses, pudiques ou expressives, qui aiment la danse, l'équitation, qui aiment la vie. Exactement. En fait, il y a des militaires qui tiraient mieux que l'homme qui les a abattus. Il y a des chercheuses en biotechnologie, il y a des enseignantes. En fait, c'est exactement ça. Le stéréotype de la femme faible n'existe pas. Que aujourd'hui, déjà, les féminicides arrivent toujours quand la femme s'en va. Donc, il faut être très forte pour quitter une situation pareille. Donc, finalement, même 60% d'entre elles n'ont subi des violences physiques que le jour où elles sont mortes. En réalité, le seul point commun parmi toutes les victimes, c'est la violence psychologique. Alors qu'on continue... L'emprise. Oui, l'emprise, la violence psychologique, c'est-à-dire surveiller un emploi du temps, surveiller les finances, surveiller, isoler, etc., etc. Donc finalement, quand on représente les femmes avec des bleus, quand on parle de mourir sous les coups d'eux, etc., on continue d'alimenter une fausse représentation de la violence conjugale et donc des difficultés pour les victimes à s'identifier comme telles. Alors, les chiffres sont particulièrement éloquents. Une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle en France. Dans la plupart des cas, l'homme est un membre de sa sphère familiale, amicale ou professionnelle. Comment on se protège, comment on se défend contre cela, Sarah Baruch ? Oui, je dirais même plus. Alors ça, c'est pour les violences sexuelles. Concernant les violences dans le couple, c'est une femme sur 5 en France qui en a subi, est en train d'en subir ou en subira. Donc, c'est énorme, en fait. Je pense qu'il n'y a pas une seule façon de s'en prémunir, que ça doit être un faisceau d'action. À commencer déjà par ne pas laisser les situations dangereuses s'enliser. Donc, à savoir ce que signifie la violence. Moi, je sais que quand j'ai porté plainte au commissariat, en fait, ça a été à la fois un choc et à la fois un soulagement de voir écrit noir sur blanc par une personne commanditaire de l'ordre que j'avais été victime de violences conjugales. Parce que jusque-là, j'osais pas l'admettre. Donc, à partir du moment où on sait que la violence dans le couple, c'est quand on arrive à se transformer soi-même pour échapper à une dispute, on est victime de violence, même si on n'a pas reçu une gifle. Ensuite, déjà, l'État, évidemment, qui a énormément de choses à faire, tant pour les femmes que pour leurs enfants. La société civile a un rôle. Les entreprises, on sait que dans 42% des cas, les femmes soit ne parlent pas, soit parlent à un collègue. Que finalement, parmi les salariés, il y en a à peu près 80%. Qui tôt ou tard sont victimes de violences en France. Donc ça doit passer par des formations, par des réunions ? Ça doit passer par des formations, ça doit passer par une ouverture, la possibilité de s'adresser à quelqu'un, par exemple à un médecin du travail qui est là, à une cellule anonyme dans les entreprises qui permettent aux femmes d'aller s'ouvrir sans que ça ait un impact sur leur carrière. C'est des aides pour se recommencer une vie. Il y a le kit Nouveau Départ qui vient d'être initié. Maintenant, pour l'obtenir, c'est encore compliqué. Et puis, il y a l'accompagnement dans l'après. Le livre a eu beaucoup de retentissement médiatique, Sarah Baruch. Qu'est-ce qu'il a changé pour vous et qu'est-ce qu'il a changé dans votre manière de mener ce combat contre les féminicides et les violences contre les femmes ? Je crois que
au début, je l'avais fait quelque part pour me guérir moi-même. Et je pense qu'en réalité, il manquait cette voix, j'irais pas jusqu'à dire, peut-être un apaisement conscient. Moi, je sais que ce qu'on me dit toujours, finalement, après mes passages télé ou quoi, c'est que j'ai pas l'air d'être la féministe habituelle. Je sais pas ce que c'est très bien, mais je suis pas en colère contre les hommes. Moi, je crois au contraire que l'amour qui fait pas mal, ça vient d'une prise de conscience ensemble. Que oui, ça c'était un hommage aux femmes et qu'il n'y a pas d'hommes dans ce livre parce que des familles qui ont perdu leur fille ou leur maman, parfois sont dans une forme de marasme à considérer le masculin comme une non-menace et que je ne voulais pas risquer de leur faire du mal en confiant leur fille à un homme qui, pour eux, aurait pu les crisper. Voilà, je voulais que ce soit de la douceur, malgré tout, ce livre. Mais je pense qu'au contraire, créer des clans, créer des guerres, ça fera pas avancer les choses. Et je crois que c'est ça qui manquait, peut-être. On a parlé du silence en première partie avec le rabbin Raphaël Sadine. Le silence, c'est ce que nous ne voulons pas voir. Ce sont les mots de Catherine Zlatovic, la première femme lauréate du prix d'éloquence Gisèle Halimi. Mot que rapporte Julie Gaillet dans le livre En sexe. Dépasser la violence, dépasser le silence, pardon, c'est la clé pour éviter ces violences à l'avenir? Oui, et il y a plein de formes de silence. Je pense que déjà le silence intérieur à dépasser, c'est énorme parce que lorsqu'on est sous emprise, lorsqu'on subit au quotidien des violences, en fait, les chercheurs sur le cerveau et les psychiatres l'ont tous reconnu, il y a une forme de sidération. C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit un premier choc, qu'il soit verbal ou physique, il y a une partie du cerveau qui s'éteint. Et on se met à assister à sa vie en spectateur. Vous l'écrivez dans le livre au tout début, oui. C'est la maman de ma fille qui est en train de subir quelque chose qui n'est pas normal. Ce n'est Exactement. Pas moi. J'ai véritablement dit cette phrase, je me suis entendue me la dire. C'est pas possible ce qu'il fait subir à la mère de Nina. Jusqu'à réaliser que la mère de Nina, c'était moi. Et cette dissociation, je suis évidemment pas la seule à l'avoir vécue. Donc, il y a déjà un silence en soi, parce qu'on n'ose pas admettre, et on n'est parfois même pas capable de le faire, ce que l'on est en train de vivre et du coup le danger que l'on court. Donc tout à fait, c'est une lutte contre le silence. Merci beaucoup Sarah Burg d'avoir été avec nous. J'invite très chaleureusement nos lecteurs et lectrices à découvrir ce livre 125 et des milliers, publié chez HarperCollins pour mieux comprendre ce qui se cache derrière ce mot féminicide et ouvrir aussi le dialogue en Seine-et-Marne. Merci à vous. Je voudrais juste ajouter que tous les bénéfices sont reversés à l'UNFF, qui est l'Union nationale des familles de féminicide et qui accompagne justement toutes les familles du moment du lendemain du drame jusqu'au procès et même après. Merci à vous, bon après-midi. Merci.